Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Marie-Gloris Bardiovaillante est docteure en histoire, militante pour l'abolition universelle de la peine de mort et militante féministe. Scénariste, elle a publié plusieurs albums, toujours dans l'idée de mettre en lumière des destins de femmes, et elle a récemment dirigé et co-signé Féministe, récit militant sur la cause des femmes, qui rassemble les témoignages de 16 autrices sur le sexisme vécu au quotidien, dans l'enfance, le sexisme ambiant, le sexisme en couple, bref, le sexisme ordinaire. Durant cet entretien, nous avons beaucoup parlé de féminisme, bien sûr, d'engagement et de lutte. Nous avons aussi évoqué l'invisibilisation des femmes dans la bande dessinée et ailleurs. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Élise. Peux-tu nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a dirigé vers la bande dessinée, puisque je sais que tu as fait des études d'histoire, que tu es docteur en histoire. Donc, comment on passe de l'histoire à la bande dessinée ? En fait, je suis enseignante à l'origine. J'ai toujours lu énormément de bandes dessinées. J'ai toujours énormément lu et notamment beaucoup de bandes dessinées enfants. Et j'ai repris mes études il y a quelques années. Et effectivement, j'ai passé une thèse d'histoire et parallèlement, on m'a proposé un projet en bande dessinée sur de la bande dessinée historique. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça. Et suite à ça, pendant que j'écrivais ma thèse, j'ai j'ai commencé chez Delcourt sur le premier projet. Puis ensuite, pendant ma thèse, je voulais pouvoir mettre, alors pas ma thèse entière en bande dessinée, c'était impossible puisque ma thèse c'est sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans l'Union européenne. Mais je voulais pouvoir néanmoins passer un morceau de cette thèse sous le médium bande dessinée. Donc j'ai proposé à la revue dessinée de travailler sur l'objet guillotine. C'est-à-dire qu'un des chapitres de ma thèse, qui faisait une quinzaine de pages écrites, est devenu 40 planches de bande dessinée. Et sur la guillotine. Donc ça s'appelle La Guillotine, effectivement. Il s'est passé dans la revue dessinée numéro 3. Et ce qui a été intéressant aussi pour moi dans cette expérience, au-delà de tout ce qu'elle représente au niveau éditorial et au niveau de mon entrée vraiment en bande dessinée en tant qu'autrice, c'est que surtout ce que je n'avais pas prévu ni anticipé, c'est que j'ai fait un deuxième retour. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai demandé à mon directeur de thèse en fait si je pouvais inclure 5 des planches de La Guillotine dans ma thèse de 700 pages, je crois, et ça a été accepté. Donc, je trouvais ça très intéressant, ce double retour, c'est-à-dire de partir d'un travail universitaire et de le mettre en bande dessinée, puis en fait de me rendre compte que ce travail en bande dessinée était à nouveau utile en fait pour enrichir mon travail universitaire. Voilà, et puis après, j'ai eu d'autres projets. Je dis souvent que je suis pas une autrice de fiction. C'est vrai que je suis historienne, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, beaucoup à la sociologie. Du coup, je fais des bandes dessinées, donc soit historiques, soit sur les questions féministes. Voilà, sur les questions d'actualité, je suis en train de faire un travail chez Glénat autour de Robert Badinter, de ses procès dans les années 70. Donc, c'est des choses quand même très contemporaines, c'est pas historique encore. Voilà, donc finalement, je mutualise mes intérêts de vie autour de mes différentes activités et notamment la bande dessinée. D'accord. Eh ben, tu as fait une transition parfaite pour mes secondes questions. Parce que je sais que tu es très impliquée dans le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Oui. Tu es militante féministe et tu l'affirmes sans aucun problème, haut et fort. Et tu as raison. Et moi, je t'ai entendu dire, lorsqu'on s'est vu avant l'interview, que tu étais passée de l'humanisme, enfin il y a quelques années, tu te définissais plus comme une humaniste, voilà, que comme une féministe. Comment tu es passée justement de... C'est un chemin, je pense, le féminisme. Bon, j'ai été élevée par une maman qui est quand même
qui est toujours très au fait de ces questions-là. Donc, il y a quand même une culture familiale. Je pense qu'aussi, j'ai pas été forcément élevée comme une fille. Pour le coup, chez moi, il n'y avait pas de distinction. Voilà, j'ai été, par rapport à mes études, etc. J'aurais été un garçon, on m'aurait poussé autant, pas plus, quoi. C'était quelque chose qui posait pas problème. En revanche, j'ai été très tôt, confrontée à l'extérieur à des problématiques où on me renvoyait au fait que j'étais une fille. Dans tes études ? Alors, dans ma relation à mes camarades enfants, j'ai posté un statut Facebook il y a pas longtemps là-dessus, sur le fait que moi je voulais jouer avec les garçons et qu'ils m'ont renvoyé au fait que j'étais qu'une fille. Donc, alors qu'une fois de plus, chez moi, je ne le ressentais pas, ça. Parce que j'ai toujours eu ce qui est culturellement admis comme des intérêts masculins. Je me suis intéressée très tôt à la politique, à l'histoire, à ce genre de choses. Aujourd'hui, j'aime beaucoup l'aviation, par exemple. J'ai pris quelques cours. Enfin, c'est des choses, qui sont effectivement plutôt qu'on renvoie au masculin. Qu'on classe plutôt dans le masculin. Voilà, ce qui est ridicule, quoi. Oui, ce qui est ridicule. Parce que voilà. Et donc, comment dire, je vois vraiment tout ça comme un chemin au fur et à mesure dans la vie, dans les étapes de la vie. Le fait que tu te prends un peu des claques, mais sociétales et culturelles. Et oui, il y a une dizaine d'années, je disais... parce que je suis de gauche, parce que plein de choses, que je suis humaniste et que tout le monde est égaux, que voilà, on va arriver à un grand monde d'amour, etc. et de bienveillance. Et tu te rends compte que c'est pas si simple que ça et que non, des réelles inégalités. Alors pas en droit, évidemment, puisque la précédente génération de féministes a réglé ça, entre guillemets, sur les questions, on va dire, d'appropriation du corps, sur la contraception, sur l'IVG. Bon, il y a eu le droit de vote encore, la génération encore antérieure. Donc souvent on nous renvoie à ça en disant le féminisme est une thématique dépassée, obsolète, oui, parce qu'effectivement désuète, légalement on peut dire qu'on est arrivé à l'égalité. Alors qu'on se rend compte dans les faits pas du tout. Donc en France les femmes sont encore payées, alors selon les secteurs où elles travaillent, mais entre 15 et 25% de moins qu'un homme. On sait très bien que une femme dans le privé peut se retrouver confrontée à des questions sur, je sais pas, quand elle arrive à la trentaine et qu'elle postule, on va lui dire oui, mais vous n'avez pas encore d'enfant, donc vous allez vouloir un enfant, donc alors que pourquoi déjà, est-ce qu'elle voudrait un enfant? Et puis au-delà de ça, c'est pas une question qu'on pose à un homme, donc ce sont de véritables barrières et handicaps. Autre chose, je parlais des droits à la contraception, à l'IVG, c'est une chose à laquelle je suis extrêmement sensibilisée. Et alors, je ne suis plus concernée pour le coup. Mais je suis très très vigilante à ce droit-là parce que c'est un droit qui ne sera jamais acquis pour les femmes. Donc il y a systématiquement des postures réactionnaires qui renvoient les femmes au fait que ça dérange pas mal de monde quand même qu'elles aient ce droit-là. Et puis c'est un droit qui est régulièrement bafoué aussi. Tout à fait, qui est remis en cause. On voit, il y a des mouvements de jeunes maintenant qui s'opposent à l'IVG et les réseaux sociaux qui permettent beaucoup aux féministes de s'exprimer et expriment aussi à la partie adverse, disons, de s'exprimer tout autant. Donc ils ont des bonnes stratégies en plus de communication. Voilà, et puis après, que ce soit à l'université, j'ai vraiment été confrontée au sexisme. Et dans la bande dessinée, oui, comme tu disais, donc je fais partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Et il y a quand même pas mal de choses à nettoyer. C'est difficile parce que c'est un milieu qui est considéré comme cool, sympathique. C'est vrai, on dessine ou on écrit et on fait de la bande dessinée. Donc a priori, c'est un médium qui renvoie une image d'Épinal plutôt sympa. Plutôt sympa, ouais. Plutôt sympa. Et tu te rends compte que, non, le sexisme, comme je dis souvent, le sexisme, le paternalisme, alors, il y est tout autant, pas plus, mais pas moins, quoi. Et parce que c'est un milieu
historiquement masculin, même s'il y a toujours eu des femmes qui ont fait de la bande dessinée, mais c'est vrai que en proportion, les hommes étaient beaucoup plus nombreux, ils le sont de moins en moins. La proportion est en train de fléchir. On peut considérer aujourd'hui qu'on est environ 25% de... Bon, les chiffres sont pas... C'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres exacts. Moi, j'ai vu 27%. Voilà. Moi, je veux dire un gros quart. Voilà, un gros quart d'auteurs sont des autrices, en fait, actuellement. Et on sait que dans les écoles de bande dessinée, on a passé le cap sur le fait qu'il y a quelques années, les classes étaient remplies de garçons et que maintenant, il y a des classes où les filles sont à majorité. Donc, on sait que dans 10 ans, dans le métier, il y aura une vraie parité. Oui, une vraie révolution, en tout cas, à ce niveau-là. On sait aussi que les femmes publient moins pour plein de raisons, qui sont des raisons qu'on retrouve dans les autres milieux professionnels. Je parlais des grossesses tout à l'heure, je parlais plein de choses. Il y a un cocotier à secouer, on a commencé à bien le faire, et, voilà, mais on continue. Grâce au collectif, oui, c'est vrai que du coup, vous avez quand même jeté un pavé dans la mare et aidé à une certaine prise de conscience. Oui, je pense, oui. Et est-ce que tu penses que... Alors en bande dessinée en particulier, mais ça peut être aussi en art de manière plus globale, littérature, sculpture ou autre. Est-ce que tu as le sentiment, toi, qu'une femme va traiter un même sujet, enfin va s'emparer d'un sujet différemment qu'un homme ? Est-ce que c'est la fameuse question du trait féminin, très masculin, mais qui s'applique au final Alors, ça n'existe pas. Néanmoins, je veux quand même mettre une nuance, parce que culturellement, mais c'est vraiment de cet ordre-là. C'est pas une question de biologie, en fait. C'est pas le fait d'être un homme ou une femme, c'est d'être culturellement un homme ou une femme, d'être genré comme tel. On va être peut-être amené à traiter certains sujets, mais c'est des questions culturelles pour moi. Voilà, c'est vraiment pas des questions biologiques. Alors sur le trait de dessin, moi je dessine pas du tout. On avait fait l'expérience il y a 2 ans à Angoulême, donc sur très féminin, très masculin. Et dans la salle, les gens devaient interagir sur des présentations de planches anonymes, dire s'il s'agissait d'une planche réalisée par un homme ou par une femme. Dans 80% des cas, le public disait que c'était réalisé par des hommes. Elles avaient toutes été réalisées par des femmes. Donc là, voilà, il y avait une évidence concrète et ça fonctionne bien en plus, ce genre de... C'est assez ludique. Oui, tout à fait. Et quant à, comment dirais-je, alors moi je peux parler de l'écrit, sur l'écrit je ne pense pas. On dit souvent que les femmes vont plus parler de choses plus intimes, voilà, sur leur vie intime, etc. Je suis pas d'accord. Il y a énormément, on parlait de littérature, il y a énormément d'auteurs très reconnus, hommes, d'écrivains qui écrivent vraiment sur leur intimité, sur leur quotidien, et inversement il y a de très grandes romancières de fiction, donc non, ce sont vraiment des préjugés, des a priori. Et donc, pareil en bande dessinée. Moi, je veux dire, j'écris sur des gens qui se font couper la tête, voilà, ou non, mais à un moment donné, c'est la réalité. Ce qui peut être considéré comme viril. Je crois en fait que j'aborde des thématiques quand même assez difficiles, assez dures, assez noires et qui peuvent peut-être surprendre sur le fait que, en plus, donc là c'est un podcast, on voit pas, mais je suis avec tous mes cheveux, mes machins et trucs. Tu es très féminine. J'ai un côté, une mise en avant physique, on va dire, assez féminine, et ça parce que c'est comme ça. Mais en revanche, voilà, je suis apte et j'ai plaisir, et c'est là où j'y trouve mon compte, écrire des choses au contraire assez dur, je crois. Et puis ce qui correspond aussi à ce que tu as étudié, oui. C'est voilà, mais ça me plaît. Et donc on peut être féminine et parler de guillotine pendant des planches et des planches et trouver ça très bien. Absolument. Et alors tu parlais justement d'Angoulême, donc c'était Angoulême 2016, c'est-à-dire il y a 2 ans, puisque là on enregistre pendant le festival 2018. Effectivement, il y avait eu ce problème, ce couac, enfin en tout cas cette mise en lumière du fait qu'aucune femme n'était sélectionnée pour le Grand Prix, ce qui avait provoqué pas mal de remous dans la presse. 2 ans plus tard,
si on faisait le bilan aujourd'hui de ce qui s'est produit par la suite, est-ce que tu as le sentiment que ça a fait bouger les choses? Alors, je dirais qu'il y a un bilan mitigé, puisqu'on a quand même amené le sujet sur le tapis le jour où on a râlé, donc le jour où les 30 nommés... Enfin, on a reçu par mail donc cette liste et où il y avait donc 0 femme et on a surréagi et avec raison. On a été par certains collègues, notamment vilipendés, en disant que bah oui, pourquoi pas des quotas tant qu'on y était. C'était pas du tout la question. C'était que c'est un prix international, le Grand Prix qui c'est le prix pour une carrière et se dire que les personnes qui apparemment étaient considérées comme pouvant sélectionner 30 auteurs-autrices n'avaient pas pensé à une seule femme sur 30 à l'international. C'était un petit peu désolant et désespérant. C'était une négation totale, en fait. Cette question-là, elle a été entendue. On a quand même... ça n'a pas été entendu tout de suite, hein. Il a fallu vraiment beaucoup batailler et discuter. Mais sur ce biais-là, c'est quelque chose, oui, qui maintenant, effectivement, le Grand Prix et cette sélection de 30 noms sans une seule femme, ça dérange quand même beaucoup de gens. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, donc, la sélection a été, le mode de sélection a été changé suite à ça, en catastrophe et très rapidement. Ça nous a redonné, entre guillemets, la démocratie aux auteurs-autrices, c'est-à-dire c'est nous qui faisons, qui choisissons, qui sélectionnons. Donc on a un premier tour où on choisit 3 auteurs-autrices et après il y a 3 finalistes et dans ces 3 finalistes on choisit quel sera le gagnant. On constate que il n'y a toujours pas de femmes dans les 3 premiers. C'est ce que j'allais dire. Alors moi, souvent, je fais des appels à mes collègues en disant, si on prend la proportion de 25-75% entre les hommes et les femmes dans la profession, vous êtes tous en train de nous dire qu'effectivement, c'est pas normal et que ce serait bien qu'il y ait des femmes, etc. À nous seuls, les autrices, on n'y arrivera pas. Donc, à un moment donné, il y a des choix politiques qui se font, et ça, j'en suis persuadée, où il peut y avoir une réflexion d'auteurs hommes, de se dire... Oui, il va peut-être falloir pousser un peu le truc et on peut peut-être se dire que nous aussi, nous sommes impliqués, nous sommes partie prenante et que peut-être que sur les 3 noms, cette année, je vais vraiment m'obliger à mettre une des autrices que j'aime beaucoup et qui a marqué ma carrière, enfin qui a marqué en tout cas le fait que je sois devenue auteur. J'ai pas de nom à donner, j'ai pas de conseils à donner, mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, elles ne se font jamais toutes seules. Il faut pas croire à ça. Malheureusement, ce serait merveilleux. Moi, je rêve de ça. Je suis très licorne et les arcs-en-ciel et tout ça. Tout est beau dans le ciel et la philosophie de l'amour. Malheureusement, ça a ses limites. Donc, je pense que si les auteurs qui se considèrent comme alliés de notre cause ne font pas cet effort-là, ça va encore prendre des années. C'est tout. Parce que, effectivement, un homme peut voter pour une femme. Il peut voter pour 3 femmes aussi au premier tour. Enfin, je veux dire, à un moment donné... D'accord. Donc pour toi, les choses évoluent lentement. Elles évoluent dans le bon sens. Et après, mais en revanche, c'est lent. Alors on va me rétorquer, oui, mais c'est lent. Mais on nous dit toujours d'attendre. En fait, on dit toujours aux femmes d'attendre pour avoir le droit de vote. On leur a dit d'attendre. C'est la gauche républicaine en plus qui leur disait d'attendre pendant des décennies. Pour tous nos droits, on nous dit d'attendre. On en a un petit peu marre d'attendre parce que voilà. Parce que ça fait longtemps qu'on attend. On passe notre vie à attendre, quoi. Donc, et quand on s'énerve, vous attendez plus, vous vous énervez. Oui, mais là, on n'en peut plus, justement, quoi. Ça devient vraiment... on demande énormément de patience aux femmes. C'est un petit peu usant, en fait. Un peu trop. Ouais. Parce que peut-être que les femmes sont réputées être patientes, contrairement aux hommes. Absolument. Et en fait, non, pas du tout. Non, pas plus qu'eux. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le collectif ? Expliquer quelle est la genèse de sa création,
Combien d'autrices ont signé la charte Donc, c'est un collectif qui s'est créé en août 2015. Suite à une énième demande, donc là c'était, je veux pas dire de bêtises, c'était le centre belge de la bande dessinée qui voulait faire une exposition sur, j'ai plus le titre exact, mais quelque chose de l'ordre de les bandes dessinées de femmes pour les filles ou de cet ordre-là. Bon, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc la bande dessinée de femmes pour les filles, c'est un genre à part entière. Voilà, c'est ça. C'est insupportable. Voilà. Donc là, voilà, c'était la fois de trop. Et donc nous nous sommes regroupés. C'est pas une association. Ce qui nous relie, c'est de signer en fait la charte qui est en ligne, d'être créatrice de bande dessinée, donc soit dessinatrice, soit scénariste, soit coloriste, et d'avoir été publiée au moins une fois compte d'éditeur. À partir de là, on peut signer la charte. Après, on s'implique plus ou moins dans les actions diverses, selon le temps, selon aussi son degré de militantisme, selon son envie, selon plein de choses. Il n'y a absolument aucune obligation. Et on se définit plutôt comme un organe de veille. On n'est pas une institution. Voilà, on n'est pas c'est une organisation anarchique, hein, clairement. Donc oui, voilà. Donc des fois, on attend de nous qu'on réagisse sur des choses. On le fait pas parce qu'on décide que ça ne nous concerne pas ou qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas envie. Et des fois, on surprend aussi. Voilà, on veut rester. Une sorte de contre-pouvoir. Oui, on veut rester totalement indépendante et dans cet état un petit peu flou. Oui. Et vous êtes à peu près 250 signataires actuellement. Oui. Donc, il y a un certain nombre de femmes maintenant dans la bande dessinée. Alors, ça nous a surtout, avant tout, permis de nous compter, entre guillemets, de nous retrouver, de créer un réseau, tout simplement. Les hommes font ça entre eux, les femmes ont beaucoup de difficultés à rentrer dans cette logique et le fait de savoir où on peut trouver d'autres autrices, oui, c'est extrêmement important. Parce qu'on ne se connaissait pas, en fait. Se regrouper pour se soutenir mutuellement. Oui, se soutenir, avoir des projets communs. Quand on entend parler de projets, de collections, de ci, de là, voilà, on s'est mis à fonctionner en réseau, en fait, réellement, hein, et c'est très, très bien. C'est effectivement ce que les hommes font et que les femmes ont moins tendance à faire. Et en parlant de projets collectifs, est sorti un tout petit peu avant le festival un ouvrage collectif qui s'appelle Féministe chez Vide Cocagne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Donc, Vide Cocagne m'a contactée il y a un an environ pour me demander si j'étais intéressée par le fait de faire de la coordination éditoriale et d'écrire dans un livre sur lequel il me laissait carte blanche, dont la thématique serait le féminisme. Bien évidemment, j'ai dit oui. Donc, je suis allée demander à des autrices que je connaissais pour leur intérêt, leur implication dans ces questions-là, si elles avaient envie d'y participer. Puis ensuite, d'autres autrices qui ont été au courant du projet sont venues me voir pour me proposer aussi des sujets. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Pour la liberté déjà et la confiance que Vide Cocagne m'a fait parce que moi j'avais jamais fait d'éditorial et là je me suis lancée dedans et c'était une expérience passionnante. La confiance que les autrices m'ont faite aussi. Et c'était un gros boulot. Vraiment, je suis fière du bouquin. Oui, on a donc 12 sujets divers. Donc, c'est non exhaustif, évidemment, sur les questions féministes. Et chacune y apporte sa sensibilité, son sujet, ce qu'elle a envie d'y dire. Chaque autrice a déterminé le sujet qu'elle souhaitait traiter. Oui, elles me l'ont proposé. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. Rien ne s'est entrechoqué, donc on a vraiment des sujets très divers. Ouais. Donc oui, j'ai vu sur des thématiques de drague un peu, lourdingue. Oui, voilà, ou sur la grossesse, ou sur la transidentité, ou sur l'intersectionnalité, sur les violences sexuelles, sur la sexualité, enfin on touche un peu à tout. Très varié. Et donc c'était
10 autrices. On est 16. 16 autrices qui ont contribué à ce titre. Des projets pour l'avenir Oui, des projets en cours. J'ai une série donc chez Delcourt qui continue, Cléopâtre. Donc là, je suis beaucoup la sortie de Féministe. J'ai un livre chez Cipé sous terre qui va sortir au printemps, qui s'appelle Fille d'Oedipe, avec Gabrielle Delmas au dessin. Et donc j'ai un projet autour de Badinter aux éditions Glénat avec Maloker Frieden qui devrait sortir, j'espère peut-être, pour Angoulême 2019. Voilà, un gros projet de 120 planches. Voilà. Merci Marie pour cet entretien très intéressant. Merci Élise. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite!